Bonjour, je suis Pascal Martin, je suis anesthésiste à la maternité de CHU de Saint-Étienne et je suis très heureux de vous parler de la gestion des brèches dormériennes, qu'elles soient d'origine rachis ou péridurale. Ces brèches, lorsqu'elles surviennent, bon, d'abord, ouais, j'ai oublié, mais j'ai pas de conflit d'intérêt par rapport à ce sujet. Ces brèches surviennent avec une fréquence inférieure à 5%, notamment chez les femmes enceintes dans le cadre des céphalées du postpartum, plus souvent représentées par des céphalées d'origine classique, ce sont les migraines ou les céphalées de tension, les désordres musculo-squelettiques et autres origines. D'après l'International Headache Society, la définition aborderait des céphalées qui proviennent dans les 5 jours après une rachianesthésie ou une péridurale et qui sera aggravée par la position debout et améliorée par la position couchée. Alors ce caractère positionnel disparaît de la définition de 2018, ce qui pose un souci parce que c'est un élément sémiologique extrêmement important dans la prise en charge des céphalées de ces patientes ou patients et qu'on n'a que 5% de ces patients qui ne présentent pas ce caractère positionnel. Dans la définition, ces céphalées sont secondaires à une fuite de liquide céphalorachidien identifié, ce qui exclut quand même 40% des céphalées. D'après l'étude de Gupta, on retrouverait que 62% des patients avec un reflux à travers l'aiguille ou à travers un cathéter. Donc ça exclut ceux qui ont des brèches diagnostiquées après l'injection d'une dose test ou d'une première injection d'anesthésiques locaux. Et puis celles qui surviennent secondairement à distance, qu'on diagnostique dans les 24-48 heures après, notamment les péridurales. L'autre paramètre important, c'est que cette céphalée serait spontanément résolutive dans les 15 jours ou après la réalisation d'un blood patch. Heureusement, comme le montre encore cette étude de Gupta, qui est une étude intéressante parce qu'elle est faite sur une cohorte de 1000 patientes, étude prospective qui va évaluer la prise en charge de céphalée avec brèche par une prise en charge avec un blood patch ou pas. Et on voit que ces patients sont soulagés quand même au 7e jour de leur prise en charge dans la majorité des cas. Ces céphalées, normalement, sont associées à un symptôme à type de raideur de nuque, de troubles auditifs ou des troubles visuels. Et un symptôme qui est fréquemment retrouvé, qui sont les vertiges, n'est pas du tout pris en compte par cette définition. Donc cette dernière version de la Headache Society est très partielle et incomplète et nous embête un peu, notamment pour les protocoles, pour inclure les malades. Pour l'incidence en fonction des types d'anesthésie, on voit qu'avec les rachianesthésies, on a beaucoup moins de brèches, avec des aiguilles notamment atraumatiques. Maintenant qu'on utilise des aiguilles de petit diamètre, on se retrouve avec un taux de brèche qui oscille entre 2 et 6%, suivant qu'on utilise des aiguilles, on va dire, traumatiques comme les Quink, ou les aiguilles à bout atraumatiques comme les Sprott ou les Whitec, et un recours au blood patch qui est extrêmement diminué, puisqu'on oscille entre 2 et 0,1%, voire vraiment un taux très faible. Pour les péridurales, ce n'est pas du tout la même chose, parce qu'on se retrouve avec des céphalées nettement plus fréquentes, qui oscillent entre 64 et 90% suivant la taille de l'aiguille. Grosse aiguille, ça fait un gros trou, ça fait une grosse fuite de LCR, une symptomatologie qui est beaucoup plus bruyante, et un recours au blood patch curatif qui intervient dans pratiquement les 2/3 des situations. Alors pour prendre en charge ces céphalées, on a des traitements symptomatiques. Parmi ceux-là, il y en a qui n'apportent pas de bénéfices, notamment l'alitement prolongé, qui était prévu pour diminuer la fuite de liquide céphalorachidien, qui, à part augmenter le risque thrombotique et parfois majorer les céphalées, ne montre aucun bénéfice. L'hyperhydratation, pour soi-disant augmenter la production de liquide céphalorachidien, n'apporte pas de bénéfice non plus. Une étude qui avait évalué l'intérêt d'une injection de morphinique en intratécale sur des cathéters qui étaient laissés en place après l'accouchement n'a pas montré de bénéfice non plus sur un panel d'une 60aine de patientes avec des péridurales qui étaient réalisées avec des aiguilles de Thury de 17 gauche. C'est important de prendre en compte la taille parce que, vous avez vu, le pourcentage de céphalées quand même varie de 20 à 30% suivant la taille de l'aiguille. Ensuite, les triptans et la dexaméthasone ont été aussi évalués sans bénéfice particulier. Surtout la dexaméthasone avec une méta-analyse de 12 études randomisées qui incluait pratiquement plus de 1500 patients.
pris en charge par des rachianesthésies sur des contextes obstétricaux et non obstétricaux, chirurgie des membres inférieurs surtout, ne montraient aucun bénéfice pour la prise en charge de ces maux de tête. Alors l'autre traitement symptomatique classique, les antalgiques, c'est sûr que c'est difficile de s'en passer parce que ce sont comme des patients qui vont bénéficier d'une analgésie post-opératoire ou post-partum, que ce soit par césarienne ou accouchement par voie basse, souvent un peu négligé. Ça montre un bénéfice, mais qui n'a jamais été évalué par des études randomisées cliniques. Donc on ne sait pas trop ce qu'il faut vraiment associer. Mais bon, classiquement, le paracétamol, les anti-inflammatoires et les morphiniques aussi sont régulièrement utilisés. Les méthylxanthines, qui ont les propriétés de vasoconstriction cérébrale et d'augmentation de production de liquide céphalorachidien, ont été aussi évaluées. Une méta-analyse qui reprend tous les essais sur la théophiline, qui inclut quand même pas beaucoup de patients, mais tous des patients qui ont été pris en charge, encore une fois, sous rachianesthésie, montre un bénéfice sur une dose curative, je crois que c'est 250 mg 3 fois par jour per os, et un effet qui ne semblerait pas plafonner à 48 heures parce qu'il n'y a pas d'étude qui est évaluée sur une durée plus longue, ne serait-ce qu'à une semaine. Le traitement préventif avec des doses plus faibles n'apporte aucun bénéfice. Et puis la caféine, depuis très longtemps déjà, a été classiquement utilisée, est toujours classiquement utilisée, avec un bénéfice qui apparaît à partir de 4 heures et plafonné à 24 heures, donc pas intérêt de l'utiliser au-delà de 24 heures. Ces caféines, la dose maximale en postpartum, c'est 300 mg à cause de l'allaitement. Sinon, on va avoir des effets secondaires sur le bébé. Et puis, il ne faut pas dépasser des doses de 500 mg per os parce qu'on s'expose à des risques de syndrome de sevrage, de tachycardie, voire même parfois de convulsions qui ont été décrites avec des doses qui dépassaient 1 gramme. Les gabapentinoïdes ont été aussi évalués, toujours sur les patientes qui avaient bénéficié de chirurgie du membre inférieur ou de césarienne sous rachianesthésie, avec des résultats encourageants, mais sur des petites études qui n'ont jamais été remises en cause sur des projets à plus grande ampleur, notamment un bénéfice qui apparaît dès la deuxième prise de ces traitements, et on peut l'assurer sur 4 à 5 jours, qui étaient en fait les périodes de surveillance de ces travaux. L'atropine associée à la nostimine, c'était une étude originale qui a été évaluée par Mahmoud dans une étude qui a inclué 90 patientes césarisées, encore une fois sous rachianesthésie, avec un bénéfice qui apparaît dès la deuxième injection, des patients qui sont soulagés avec une EVA inférieure à 3, et aucun bout de page sur les patients traités. Par contre, un recours à 16% de bout de page chez les patients non traités, donc un taux qui est quand même relativement bas. Beaucoup d'effets secondaires, probablement liés surtout à la nostimine, que ce soit les crampes abdos, les spasmes musculaires. Donc une étude qui malheureusement n'a pas été confirmée par une étude randomisée de plus grande ampleur. Une autre stratégie toujours symptomatique, plus classiquement utilisée, assez connue par les anesthésistes, qui sont les blocs du nerf grand occipital ou du bloc du ganglion sphèno-palatin, avec une efficacité confirmée par une méta-analyse de 7 études qui incluent malheureusement que 275, mais encore des rachianesthésies du membre inférieur et en obstétrique. Donc une efficacité qui paraît plus nette pour le bloc du nerf du grand occipital par rapport au bloc du ganglion sphèno-palatin, qui est très utilisé aussi, une efficacité qui est très nettement décrite jusqu'à la 4e heure et qui décroît au fur et à mesure, mais qui va nécessiter de multiples injections, ce qui n'est pas forcément confortable pour les parturientes ou les patients qui sont pris en charge. Et il y avait une étude intéressante de Jespersen publiée en 2020 qui montrait que la stimulation mécanique, que ce soit avec un coton imprégné d'anesthésiques locaux ou de sérum physiologique, ne montrait pas de différence en termes de soulagement. Les patients étaient soulagés. Par contre, le recours au bout de page curatif était toujours aussi important. Il y a aussi l'acupuncture qui a été évaluée. C'est peut-être intéressant sur les parturientes sensibilisées lorsqu'elles s'en servent avant l'accouchement. Après, il n'y a pas d'étude randomisée qui est faite. Donc le traitement symptomatique, on voit que beaucoup de molécules ont été évaluées, surtout que sur les rachianesthésies, et rien ou très peu sur les fuites liées aux ponctions lombaires et au péridurale. Pour ce qui est du recours curatif, le bout de page curatif, ça reste quand même le traitement de la fuite de LCR en cas d'échec des autres stratégies, qui, d'un point de vue physiopathologique, va, en augmentant la pression de l'espace péridural, restaurer la pression intracérébrale,
corriger la vasodilatation et avoir un effet vasoconstrictif spécifique pour soulager les maux de tête, un effet qui est observé dès l'injection souvent, et un effet avec le clou plaquettaire qui va permettre en théorie d'obturer la brèche normérienne. La ponction étant réalisée au niveau de la brèche ou en dessous du fait de la diffusion plutôt céphalique du blood patch, avec... Oula, je me suis planté. Un volume qui a été défini par l'étude de Pitch en 2011, qui a comparé 3 volumes et que le volume optimal serait 20 ml, qui soulagerait quand même les 3/4 des patientes, avec un volume administré plutôt à partir de la 48e heure, avec un nœud de ratio supérieur à 3 par rapport à une administration plus précoce, et un recours à un deuxième blood patch qui est plus rare avec ce volume de 20 ml, même en comparant par rapport au volume de 30 ml. On peut utiliser une autre stratégie qui consisterait à adapter le volume en fonction du ressenti du patient, notamment à partir du moment où on arrête l'injection, du moment où il perçoit une pesanteur qui va irradier dans les fesses ou les lombes, mais sans dépasser le volume de 30 ml. Le patient s'expose à des complications type de compression radiculaire, voire d'arachnoïdite, qui sont extrêmement douloureuses, quoi. Après, il y a des situations où on peut être amené à faire un blood patch beaucoup plus précocement, notamment en cas d'atteinte des parts crâniennes avec des diplopies, d'atteinte des nerfs faciales, ou bien d'une forme hyperalgique, notamment chez les parturiantes qui sont dans le noir, vomissent et ne peuvent pas s'occuper de leur enfant de façon satisfaisante. Et bien sûr, ne pas oublier de laisser un décubitus dorsal d'au moins 2 heures pour avoir un bénéfice optimal pour ces blood patchs. Alors, il faut aborder le traitement préventif, la prévention par rapport à ce risque de brèche par rachianesthésie. Actuellement, l'idéal, ce serait de faire un repérage échographique afin de diminuer le nombre de ponctions et le nombre de ponctions traumatiques, et d'utiliser plutôt les aiguilles entre 25 et 27 gauges, et même celle de 26 gauges atraumatiques, par l'étude de Maragno, et pas oublier de réinsérer le mandrin avant de retirer l'aiguille pour éviter d'arracher un petit morceau de durmer en plus. Alors pour ce qui est des brèches dans le contexte des péridurales, comme vous l'avez vu, on a un pourcentage qui est beaucoup plus important et malheureusement, on n'a pas de traitement symptomatique hyper efficace, hormis le blood patch curatif. Alors, des études ont évalué l'intérêt du blood patch préventif et deux méta-analyses qui commencent à dater de 2010 et 2012 ont montré qu'il n'y avait pas de bénéfice. Alors c'est un peu épluché parce que c'est vrai que les études qui étaient faites de façon rétrospective montrent un bénéfice. Par contre, ce n'était pas du tout confirmé par les études contrôlées randomisées. Mais c'est fait sur des effectifs qui sont faibles. Il y a une diminution de la durée et de l'intensité des céphalées. Et il y aura une tendance à une diminution du recours au blood patch curatif qui malheureusement n'est pas confirmée par manque de puissance. Mais il y a une diminution de l'ordre, on passe de blood patch qui passe de 50% à 35%. Donc ça pourrait être intéressant de faire des études plus importantes. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite après, par Stein en 2014, qui lui me retrouve une diminution très importante des céphalées, avec une diminution du recours au blood patch curatif qui est à évaluer en fonction du deuxième blood patch. Dans ces études avec les blood patch préventifs, on a un taux qui est identique dans les deux groupes, sachant qu'on avait 73% de blood patch curatif dans le groupe contrôle. Malheureusement, ce groupe contrôle était très hétérogène, donc il y avait un design de l'étude qui n'était pas très concluant pour cette étude. On a administré la morphine dans la péridurale, l'étude de Al-Metawi qui a été faite sur des patientes qui avaient des céphalées post-brèche sur des péridurales de 17 gauges, où on a administré 3 mg de morphine à 24 heures d'écart, où le cathéter a laissé en place, et qui montrait un bénéfice sur l'émission des céphalées qui apparaissait à partir du 3e jour, où on n'était plus que de 12%, mais associé avec beaucoup d'effets secondaires à type de nausées, vomissements et de prurite liés à l'utilisation de la morphine. L'autre molécule qui est administrée là, par voie systémique et pas du tout localement, c'est la costantropine à 1 mg dans la demi-heure qui suit l'accouchement, avant l'apparition des céphalées. Et cette étude de 90 patientes qui avaient eu des brèches avec des aiguilles de 18 ou de 16 gauges, mais pas de cathé intratécal, montrait quand même un bénéfice sur la diminution
des céphalées qui passaient de 70 à 30%, un décalage dans le temps dans l'apparition des céphalées et une nette diminution du recours au bouclage curatif qui passe de 30 à 10%. Le mécanisme physiopathologique, c'est un hyperaldostéronisme qui créerait un œdème au niveau de la dure mère, favorisant un peu l'occlusion, augmentation de la production de liquide céphalorachidien et une augmentation de l'effet endorphinique, donc un soulagement parce qu'il y a une partie commune entre le cosyntropine et la bêta-endorphine sur la proprio-mélanocortine qui permettent de saturer les mêmes récepteurs. Alors une autre approche serait d'utiliser le cathéter en intratécal, ce qui permettrait de diminuer la fuite liquide céphalorachidien. Et c'est quand même un projet qui est quand même évalué depuis les années 90 jusqu'à maintenant. Malheureusement, toutes ces études ne sont que des études rétrospectives avec des effectifs extrêmement variables, des méthodologies complètement critiquables dans le sens où on a des aiguilles qui vont partir de 16 gauche pour aller passer par 17, 18. L'administration de sérum physiologique ou pousse-seringue en bolus, éventuellement des cathéters laissés en place moins de 24 heures, plus de 24 heures. Donc tout ça, ça fait un mix qui est quand même un peu embêtant et c'est que du rétrospectif, sauf une étude de Russell qui était en 2012, mais qui était designée pour 500 patientes, qui n'a pu en inclure que 100, et c'était des études de centres, c'est-à-dire qu'on avait des centres qui faisaient des réimplantations de péridurale sur les brèches et d'autres qui faisaient des cathéters intratécaux, donc extrêmement biaisés. Donc malgré tout, on a quand même une tendance où on voit qu'on a un bénéfice qui tendrait à apparaître sur l'utilisation du cathéter intratécal par rapport à un repositionnement en péridurale à un autre niveau. Et il y a une autre étude qui a été publiée donc, en 2020, dont on a parlé au début, cette étude de Gupta, qui, sur les 1000 patientes qui avaient été observées sur cette cohorte, il y en avait 180 qui avaient un cathéter intratécal et qui avaient un risque relatif très diminué d'avoir recours au blupage curatif. Donc c'était assez intéressant et ça peut nous encourager pour la suite. Alors, un autre intérêt de ce cathéter intratécal, c'est de pouvoir administrer du sérum salé à travers celui-ci. Et dans 3 études importantes, qui sont encore rétrospectives, malheureusement, mais avec des effectifs qui commencent à être intéressants, on voit un bénéfice sur les céphalées post-brèche et surtout sur la diminution très importante du recours au bulpage curatif, notamment la dernière de Esquerdo qui montre, avec 2 bolus de 10 ml, une diminution de 50 à 12% de ce bulpage curatif. L'autre question qu'on se pose, c'est de savoir s'il faut laisser le cathéter 24 heures ou s'il faut le retirer tout de suite. Alors, cette méta-analyse de Cazola a fait une analyse de sous-groupe sur les cathéters qui étaient laissés en place plus de 24 heures ou moins de 24 heures, mais autour de ces 24 heures. Et en fait, il apparaît quand même qu'on a un bénéfice qui transparaît avec un P qui est très largement inférieur à 0,05. Par contre, un indice d'hétérogénéité, un I2 qui est supérieur à 50%, donc il souligne bien ce côté hétérogène des études, donc qui limite un petit peu la portée. L'instauration de ce cathéter intratécal ne peut reposer que sur un protocole qui va permettre, surtout dans les maternités où on a pas mal de turnover de praticiens qui ne sont pas forcément du secteur, de sécuriser cette prise en charge, de bien la stratifier. Et c'est indispensable d'avoir de protocoles dans ces prises en charge de pathologies qui sont rares, heureusement, de l'ordre de 1%, 1,5%, mais qui sont très embêtantes pour les parturientes. Et donc de rassurer aussi dans la prise en charge avec le cathéter sur un modèle intratécal, et donc de sécuriser cette prise en charge. Il faut sécuriser aussi l'événement avec la patiente en informant et en faisant une signalétique très claire. Donc à partir du moment où il y a une brèche qui apparaît, on va identifier cette brèche. On a l'administration en système clos des anesthésiques locaux en PCEA. Donc là, on va modifier le mode PIB en mode débit continu avec des bolus toutes les 20 minutes, mais les volumes ne seront pas les mêmes, parce qu'on sera à 2 cc/heure avec des bolus de 1 cc toutes les 20 minutes. Et on va adapter en fonction de la surveillance clinique horaire jusqu'à l'accouchement, en fonction du ressenti, la vitesse du débit et les bolus. Bien sûr, il faut sécuriser aussi le site où se trouve la patiente en informant la porte et puis les sages-femmes et préparer
un haricot en mettant les molécules administrées, donc la bupivacaine hyperbare en cas de code rouge, pour ne pas être pris au dépourvu, se retrouver à administrer un médicament qu'il ne faudrait pas. Donc, moyennant tout ça, on n'a pas d'événement à reporter. Et puis, bien sûr, il faut former et informer tout le monde, parce qu'on peut aussi parler avec les sages-femmes pour essayer de diminuer la phase d'expulsion, parce qu'il semblerait, mais ce n'est pas complètement validé dans la littérature, qu'il y ait moins de symptomatologie de céphalée sur les parturientes qui ont eu une césarienne par rapport à celles qui ont fait un accouchement en voie basse avec des efforts expulsifs importants. Une étude rétrospective a évalué un peu le caractère safe de ces cathéters intratécaux sur 800 cathéters et qui montre qu'en fait, on a déjà très peu d'échecs de positionnement intratécal des cathéters sur une brèche. On peut avoir soit des erreurs de l'administration et on ne connaissait pas le contexte de sécurisation sur cette époque et sur cette étude rétrospective, encore une fois, qui sont liées donc, qui ont conduit à 3 rachis anesthésie avec une AG et une intubation sur les patientes, une injection de morphine mais qui n'a pas entraîné de dépression respiratoire qui est suffisante pour nécessiter une ventilation. Ce qui est intéressant, c'est qu'aucun événement infectieux n'a été décrit en termes de méningite ou d'épidurite, pas d'événement mécanique type d'hématome ou d'arachnoïdite ou de syndrome de queue de cheval, que les céphalées étaient de l'ordre de 40%, avec un recours au bout de plage qui était quand même diminué à 30%, donc c'était aussi un bénéfice attendu. Donc la prévention de ces céphalées, ça passerait déjà par un repérage échographique avant de faire la ponction, c'est bien démontré dans la littérature avec l'étude de Sadeghi, qui montre qu'on va faciliter la ponction de péridurale en ayant des informations sur le niveau, l'orientation de l'aiguille, la profondeur de l'espace péridural, et on se retrouve à faire beaucoup moins de ponctions. Par contre, ça n'a pas complètement validé le fait qu'on diminue le nombre de brèches, mais il n'y a pas d'étude spécifique par rapport à cet événement-là qui a été réalisé. La ponction, idéalement, il faudra la faire en décubitus latéral gauche avec une aiguille de 18 gauche pour avoir le moins de risque d'événements traumatisants et moins de fuite, et avec un biseau qui sera plutôt orienté parallèlement aux fibres. Bon, tout ça, c'est connu, c'est bien repris par l'étude de Russell qui est publiée en 2024, qui est en fait une étude qui reprend les différentes études pour faire une étude et donner des avis d'experts sur les prises en charge. Bien sûr, si on a une brèche, donc l'intérêt c'est de mettre un cathéter intratécal avec une approche multimodale qui va permettre de diminuer le risque d'une deuxième ponction qui peut être associée à un risque de deuxième brèche qui est de l'ordre de 10%, diminuer les flux de liquide céphalo-rachidien, permettre l'injection de 10 ml de sérum physiologique au moment de la brèche et probablement après, avoir une rachianalgésie satisfaisante, une rachianesthésie de recours en cas de césarienne en urgence, sachant que ça ne modifie ni le travail obstétrical, ni les extractions, et ça n'augmente pas le taux de césarienne. Ça permet aussi de pouvoir injecter encore des sérums physiologiques pour toujours compenser cette fuite de LCR en postpartum, surtout lorsque le diagnostic est fait au moment de la première injection ou de la dose test, de laisser éventuellement le cathéter intratécal en place 24 heures et d'administrer l'écosyntropine en intraveineux. Donc cette approche multimodale, on a évalué, nous, c'est quelque chose qu'on fait depuis plusieurs années, et on a fait une étude observationnelle sur 15 mois, et on a bien montré que même si le taux de céphalée initial n'était pas significativement diminué, le recours au bout de patch était de 33% dans le groupe multimodal, par rapport à, on va dire, à 100%, parce que c'était des patientes qui avaient eu un repositionnement du cathéter sur un autre espace péridural. Donc ce groupe contrôle est discutable, mais une très nette diminution. Et surtout, il y a un soulagement de l'intensité des céphalées à partir du 2e jour, où l'EVA passait de 8 à 3, donc un bénéfice sur les céphalées, mais qui est décalé dans le temps. Pour conclure, donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction du type d'aiguille qu'on va utiliser, de l'événement traumatique, c'est que pour les rachianesthésies, comme on peut le voir, l'événement est quand même rare, et le recours au bout de patch encore plus rare, qu'on peut se permettre d'utiliser tout ce qu'on a vu dans la première partie qui concerne que les rachianesthésies, des médicaments ou éventuellement des blocs, et en cas d'échec, avoir un recours au bout de patch curatif. En plus, c'est des brèches qui spontanément vont se boucher autour de 4 jours. Par contre, pour ce qui est des péridurales, nous avons 2 approches différentes. Soit
lors de la survie de la brèche, c'est retirer l'aiguille et refaire une nouvelle ponction péridurale et à ce moment-là, mettre en place un traitement conservateur avec un risque plutôt élevé de recours au bout de page curatif. Pourquoi pas faire une étude prospective sur ces bouts de page préventifs avec la morphine et éventuellement la cosintropine. Et puis autrement, le positionnement du cathéter intratécal qui va permettre une approche préventive et multimodale. Et cette étude qu'on espère pourra être confirmée par une étude multicentrique prospective randomisée qui devrait intervenir à partir du deuxième semestre 2025, dont nous avons eu le financement. Et bien sûr, en cas d'échec, ne pas hésiter à recourir au bout de page curatif. Je vous remercie pour votre attention.